Merci de rester fidèle à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal consacrée en majeure partie à la rétrospective de la semaine. La République démocratique du Congo a expédié ce vendredi le premier lot d'or équitable vers les Émirats arabes unis. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a personnellement assisté à cette cérémonie par visioconférence depuis la cité de l'Union africaine. Reportage. C'est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo, un accord entre la RDC et les Émirats arabes unis sur un partenariat d'établissement d'une chaîne d'approvisionnement équitable en or entre les deux parties. Cela dans le but de réduire la contrebande d'or. Ce partenariat conclu en décembre 2022 établit des règles d'un nouveau système d'exploitation de l'or dans la province du Sud Kivu par la société Primera Gold RDC afin de réduire l'influence des groupes armés dans l'est du pays. Il s'agit là d'un tournant historique dans les relations entre les deux pays avec à la clé la vente d'un premier lot d'or issu du commerce équitable. L'accord prévoit l'avantage de garantir les bonnes conditions de travail et de vie aux créateurs artisanaux vivant dans la province du Sud Kivu. Et c'est de souligner que Primera Gold RDC garantira des salaires décents aux créateurs ainsi que leur assurer un revenu régulier. La bancarisation, la gamme d'assurance ainsi que l'accès aux soins de santé et à l'éducation seront également garantis. Cette expédition du premier lot d'or vers les Émirats arabes unis constitue un partenariat gagnant-gagnant pour les deux pays issu d'un accord clairement établi. Je vous propose de suivre à cet effet le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Muyaya. Dit aussi, le président de la République a sur une note de satisfaction informé le membre du Conseil que pour la première fois, depuis presque 3 décennies, il venait de procéder au lancement de la première exportation d'or de la production artisanale, encadrée par la chaîne de valeur mise en place et gérée par Primera Gold RDC SA, une entreprise du portefeuille de l'État nouvellement créée, issue du partenariat entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Il y a lieu pour le gouvernement de se réjouir d'une telle avancée qui vise à rendre formelle l'exportation des minerais ici de zone de l'Est de notre pays, où la production, la commercialisation et l'exportation de minerais étaient les fruits d'un pillage, souvent orchestré par des réseaux mafieux et de contrebande, a insisté le président de la République. Ces changements radicaux qu'il a initiés et soutenus pour l'opérationnalisation d'une filière formelle d'exportation d'or consacre ainsi la province du Sud Kivu, d'où provient cette première production exportée, dans une dynamique positive qui permettra à nos concitoyens travaillant dans la filière aurifère artisanale de viabiliser et de disposer de leurs revenus en toute traçabilité. Au chapitre de la sécurité, retenez que l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a rencontré le responsable du mouvement rebelle du M23 ce jeudi à Mambasa dans la province de l'Ituri. Il ressort de ces échanges qu'un 4e round des pourparlers se tiendra dans l'une des villes de l'Est de la République démocratique du Congo. Cette 4e phase des discussions vise à consolider les acquis considérables des derniers mois sur les processus de paix de Nairobi. Le M23 a apprécié de son côté ces efforts du facilitateur de l'EAC Uhuru Kenyatta pour son engagement dans la recherche de la solution à la crise entre Kinshasa et Kigali. Agression rwandaise en RDC, les USA ont multiplié les stratégies diplomatiques pour obtenir le respect des appels contre le soutien du Rwanda aux rebelles du M23. C'est le porte-parole du département d'État américain William Johan qui a fait cette annonce le lundi. Je vous propose de le suivre dans ce reportage d'Igor Songo. William Johan soutient que les États-Unis demeurent préoccupés et attentifs quant à la situation sécuritaire sur le sol congolais et continuent de multiplier les attaques avec les institutions de la République démocratique du Congo et du Rwanda afin de pacifier la partie est du pays. Le pays de l'oncle Sam a 2 équipes dans chaque capitale pour surveiller la situation. Il y a également l'ONU qui vient de publier un rapport après les enquêtes. Pour le porte-parole du département d'État américain, c'est un bon débit. En outre, William Johan a à nouveau condamné le soutien qu'accorde l'armée rwandaise au mouvement terroriste du M23.
Pour rappel, en décembre dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, rencontrait son homologue américain, Joe Biden, dans la capitale américaine afin de renforcer un plaidoyer en vue de l'obtention des sanctions contre le Rwanda et le 1-23, son bras séculier, qui occupe illégalement une partie de province du Nord Kivu. Parlons des 9e Jeux de la francophonie qui démarrent fin juillet prochain en République démocratique du Congo. Le Premier ministre a conduit une forte délégation en visite d'inspection dans plusieurs sites où se dérouleront ces activités. Samalou Kondé pense qu'il faut accroître le suivi financier au même titre que le suivi technique. Je vous propose de les suivre. Nous sommes ici dans le cadre des suivis, des travaux qui sont exécutés dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie qui vont se dérouler ici à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août de cette année 2023 à Kinshasa. Ce sont des jeux que nous avons voulu accueillir selon la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République pour non seulement le rayonnement de la francophonie dans ce pays qui est finalement le plus grand pays francophone du monde, et puis à côté de cela avoir cette grande fête de la jeunesse, surtout dans ce message d'espoir que nous devons donner indépendamment de tous ces défis sécuritaires que nous avons particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Nous étions ici au mois d'octobre de l'année passée et nous avions promis de faire un suivi sur les travaux qui doivent s'exécuter. Nous avons fait aujourd'hui 2 sites principaux, le site Tata Raphaël ainsi que le site du Stade des Martyrs, qui vont accueillir plusieurs disciplines qui vont se dérouler dans le cadre de ces Jeux. Et d'autres sites, bien sûr, restent à visiter. De ce que nous avons vu, nous estimons qu'il faut encore accroître non seulement le suivi technique, mais surtout le suivi financier des travaux qui doivent s'exécuter de manière à ce qu'on puisse être dans les délais. Parce que nous avons des équipes qui nous suivent et qui nous accompagnent, et nous les remercions pour cela, dans le cadre de la francophonie. Parlons de la problématique des réfugiés congolais au Rwanda. Le sujet a suscité beaucoup de polémiques pendant la semaine. Le porte-parole du gouvernement a pour sa part souligné qu'il y a plus de réfugiés rwandais en République démocratique du Congo que les Congolais au Rwanda. Suivez le porte-parole du gouvernement dans cet extrait choisi par Annie Akole. Mais il y a des points que nous devons rappeler. Premièrement, il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Et cette question a fait l'objet de discussions entre les 2 gouvernements. Les 2 chefs d'État étaient là, à Luanda en juillet dernier. Si vous regardez la feuille de route, il est prévu que l'on traite cette question de réfugiés dans une tripartite avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Je peux vous donner des chiffres à titre indicatif parce que du côté congolais, ce travail a été fait. Les chiffres au 30 novembre 2022 disent qu'il y a à peu près 77 000 réfugiés congolais au Rwanda qui sont du fait des agissements du gouvernement rwandais. Parce que, souvenez-vous qu'en mai 2021, lors de l'éruption, les Congolais qui s'étaient réfugiés de l'autre côté n'ont pas voulu rester un seul jour de plus. Et ils sont tous rentrés. Souvenez-vous, c'est récent. Et donc, il y a ces réfugiés qui sont là-bas, qui malheureusement sont instrumentalisés pour de fins politiques. Quelquefois, c'est inhumain parce que dans l'attitude dont fait montre le président Kagame, même si j'ai vu qu'il y a eu une tentative de recul sur le sujet, mais il a dévoilé ses vraies intentions. Ça veut dire que pour lui, les droits humains n'ont aucune valeur, parce que vous ne pouvez pas vous permettre, en tant que chef d'État, vous vous dites panafricaniste, de faire un chantage à la communauté internationale sur des vies humaines. Et puisqu'on parle des personnes déplacées, sachez que la situation humanitaire devient de plus en plus inquiétante dans la province du Nord Kivu, précisément dans le groupement des Banande Kainama, en territoire de Beni, où plus de 500 ménages de déplacés vivent sans assistance du gouvernement congolais, moins encore des ONG humanitaires. Annie Akole, encore une fois.
La sonnette d'alarme est tirée par la société civile locale. Jonas Bin Kasumba, président de ces structures citoyennes, apporte que ces nécessités sont venues majoritairement de la province voisine de l'Ituri, fuyant les violences meurtrières de nombreux groupes armés locaux et étrangers. Ils sont venus de la chefferie de Banyali-Chabi et dans l'agglomération de Vido dans la province de l'Ituri. Il vient de passer les 8 mois et d'autres 3 mois sans être assistés par le gouvernement, a-t-il alerté. Il affirme par ailleurs que ces déplacés de guerre sont la plupart dépourvus de soins médicaux adéquats faute de moyens financiers. Aussi, certaines sources estiment que de mauvais états de la route Eringeti-Kainama bloquerait la libre circulation aux organisations humanitaires pour intervenir en faveur de ces nécessités. L'an dernier, le groupement Banane de Kainama a été la cible de plusieurs attaques rebelles mises à l'action des terroristes et des ADF. Une situation qui a été à la base des déplacements massifs des habitants à l'intérieur tout comme à l'ailleurs de la province du Nord Kivu. Et c'est ce 31 janvier que le pape arrive à Kinshasa pour une visite de réconfort qui démontre la sympathie de l'Église universelle pour la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre le nonce apostolique qui a conjointement animé le briefing presse hebdomadaire du gouvernement. Suivez. Il y aura 6 sites qui sont intéressés autour de 11 événements. Les sites seront commencer le palais de la nation où le pape se rendra à visiter le président de la République et après on rencontre avec lui, il y aura une rencontre avec toujours le 31 avec les représentants des institutions de pays, les représentants de la société civile et du corps diplomatique. Le jour suivant, il y aura la messe, la grande messe en Dolo, à laquelle je invite d'ores et déjà tout le monde à venir à participer pour écouter le pape. À 9h30 la matinée, à l'aéroport de Ndolo, qui sera transformé en une grande église, où tout le monde pourra participer à la messe du pape. Et il y aura millions de personnes qui sont attendues. Et finalement, plus tard, il y aura une brève rencontre avec un groupe de déplacés, de réfugiés, ici au Congo, suivi dans l'après-midi du 1er février par une rencontre avec les victimes de l'Est. Le pape, originairement, devait se rendre aussi à l'Est. À Goma, ce ne sera pas malheureusement le cas parce qu'il n'y a pas les conditions pour se rendre là-bas. Dans un autre chapitre, vous avez certainement constaté que le boulevard Lumumba a retrouvé un nouveau visage à travers l'opération coup de poing lancée par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Il était question pour Jean-Tini Ngobila de descendre sur terrain avec les équipes de la police pour évacuer toutes les voies. Les marchés pirates ainsi que les garages ont été évacués le long du boulevard. Suivez. L'opération coup de poing a commencé effectivement dans la ville de Kinshasa sur le boulevard Lumumba. Il faut dire que les kiosques ont été vraiment cassés, des constructions ont les démolies, des tables en bois ont subi le même sort. Cette opération a causé de pleurs et grincements de dents. Par ailleurs, le gouverneur Jean-Tini Ngobila, accompagné de son vice-gouverneur Jekoko Mulumba, ont supervisé ces travaux depuis 4 heures du matin. Aussi, le numéro 1 de la ville de Kinshasa a prévenu que les récalcitrants seront appréhendés et sanctionnés par la police et autres unités. Notons que les bourgmestres de la ville de Kinshasa sont interpellés à appliquer cette mesure qui a été donnée par le gouverneur de la ville de Kinshasa. En somme, cette mesure rappelle Kinbopeto qui est en échec selon plusieurs analystes. Et de son côté, le bourgmestre de la commune d'Ngaba était ce samedi matin dans les rues de sa municipalité pour sensibiliser la population sur la salubrité. Aimé Francis Lolinga a personnellement participé à l'opération de balayage de grandes artères de sa commune d'Ngaba. Suivez.
C'est dans le cadre de l'opération Kinbo-Peto que le bourgmestre de la commune d'Ngaba a supervisé cette opération de salubrité dans toutes les rues de sa municipalité. Accompagné de son équipe de sensibilisation, Aimé Francis Lolinga a déploré l'état d'insalubrité trouvé dans certains coins d'Ngaba. Sur place, le bourgmestre a souligné sa mission principale à la tête de cette municipalité, c'est de rendre la commune plus propre. Sensibiliser pour que les gens comprennent que Salongo est revenu dans Ngaba. Dans chaque quartier, tout le monde devant sa parcelle doit nettoyer, doit arranger son milieu de vue. C'est pour ça qu'on est là. On va sanctionner et on va être très dur. L'autorité de l'État, comme je l'ai dit dernièrement, doit s'appliquer à chaque coin de la commune de Ngaba. Surnommé l'homme des actions concrètes, Aimé Francis Lolinga prouve déjà à ses administrés le programme d'action dont il mène à la tête de cette municipalité. La population a de son côté apprécié cette initiative du bourgmestre qui reste sur terrain pour constater le fonctionnement de sa municipalité. Parlons à présent du séjour du chef d'état-major général des FARDC dans la province du Nord Kivu, précisément à Goma. Le général-major Christian Chiwewe a conscientisé ses troupes face à l'agression rwandaise qui sévit dans cette partie du pays. Reportage de la presse des FARDC. Chef d'état-major général. À la tête d'une forte délégation, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivé ce mardi 10 janvier 2023 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour une mission de commandement et de contrôle. Le lieutenant général Thio Esongesa Christian a été accueilli à sa descente d'avion par le lieutenant général Ndima Kongwa Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, entouré du commandant de la 3e zone de défense et des membres du comité provincial de sécurité. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a été convié au briefing de la situation générale, présenté par le lieutenant général Mbangu Machita Marcel, commandant de la 3e zone de défense au centre de coordination des opérations de la 34e région militaire. Le chef d'état-major général de FARDC a profité de cette occasion pour donner des orientations et transmettre les encouragements et les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC aux militaires engagés au front. Au gouvernorat de la province, un état de lieu de la situation sécuritaire et des opérations en cours dans les secteurs opérationnels Sukola 1 Grand Nord et Sukola des Nord Kivu lui a été brossé par le lieutenant général Ndima, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Pour le chef d'état-major général des forces armées, sa visite s'inscrit dans le cadre du contrôle des unités engagées dans les opérations. Nous avons visité, n'est-ce pas, des unités. Donc je dois contrôler mes unités. Nous sommes pendant les opérations. Je suis là. Au Nord Kivu, le lieutenant général Thio Christian effectue ainsi sa première mission de travail depuis sa nomination à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo par le chef de l'État. Et sachez que plus de 500 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo proviennent d'une formation de plus de 3 mois au centre militaire de Lukusa à Bunia. Ces soldats seront déployés dans la partie est du pays, précisément là où sévit l'agression des groupes armés. Suivez. Province de l'Ituri, plus de 700 éléments venus du centre militaire de Lukusa ont reçu une formation complémentaire à Bunia. C'est le technique de combat, le droit international humanitaire et les règles d'engagement ainsi que la discipline, critères du succès au sein de FARDC. Durant 3 mois, ces soldats ont été outillés par des instructeurs de l'armée régulière, de la 32e région militaire et de la garde républicaine pour se rendre compte de leur performance avant leur déploiement sur terrain. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Johnny, accompagné des membres du comité provincial de sécurité de l'Ituri, a palpé du doigt ce mardi au centre d'instruction de Rwampara, situé à environ 17 km du chef-lieu de l'Ituri, aux manœuvres et démonstrations de tir dans le théâtre des opérations. Occasion pour le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, de rappeler aux groupes armés réfractaires au respect de leurs actes d'engagement des processus de paix. Dans les cas contraires, ils seront mis hors d'état de nuire, prévient l'autorité provinciale. Que ce soit les groupes armés
locaux ou étrangers, les gens ont signé des actes d'engagement. Et donc, ils doivent respecter ces actes d'engagement-là. Si vous ne respectez pas les actes d'engagement, bon, on va vous engager, nous allons vous neutraliser. Hier, à Drodro, ou avant-hier, à Drodro, vous avez vu que ceux-là qui sont venus, qui n'ont pas respecté les actes d'engagement, mais on les a traités comme tels. Et nous avons perdu des civils pour rien, parce que les gens veulent jouer à la provocation. Tantôt c'est elle qui provoque ici, tantôt c'est l'autre qui provoque là-bas. Mais à quoi ça sert ce jeu-là? Non, abstenons-nous. Hein? Il faut avoir l'amour pour notre province. Je le répète encore, il faut avoir l'amour pour notre province et l'amour pour la population. Ça ne sert à rien de jouer au Rambo ici, parce qu'à la fin, ce sont les civils qui tombent sur le champ. Parce que les militaires, vous le savez bien, ils savent comment c'est. Au chapitre des élections, sachez que l'enrôlement de la population démarre le 16 février dans la province du Nord Kivu. L'équipe de la CENI, conduite par son deuxième vice-président, a tenu une réunion avec le gouverneur militaire de cette province qui a rassuré de la sécurité du processus pendant cette période. Reportage. Le deuxième vice-président de la CENI a commencé par dévoiler le secret de sa feuille de route devant le comité provincial de sécurité. En effet, sa délégation est à Goma pour plusieurs activités relatives au lancement de la sensibilisation des électeurs à s'enrôler en préparation des échéances électorales à venir, y compris une séance de concertation avec les forces vives de la ville de Goma afin de leur faire part, entre autres, des innovations apportées au processus électoral et les règles des jeux y afférents. Le gouvernement militaire a commencé par rassurer la délégation sur l'appui du comité provincial de sécurité avant de peindre la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la province, notamment à Rutshuru et dans une partie du territoire de Nyiragongo, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir sur le bon déroulement du processus d'enrôlement des électeurs dans sa province. Cependant, confiant des efforts que fournissent les forces de défense et de sécurité pour rétablir la paix, ces derniers a tenu à faire savoir à la délégation de la CENI que l'enrôlement des électeurs se déroulera bien dans la plupart des grandes agglomérations. Toutefois, pour ce qui concerne les zones sous occupation de M23/RDF, tout dépendra de l'évolution de la situation sur le terrain, a-t-il ajouté. Justement, au sujet de cette opération d'enrôlement et d'identification dans la ville de Kinshasa, l'opération se déroule en bonne et due forme et plusieurs Congolais se précipitent avec engouement pour recevoir leur carte d'électeur. C'est le cas du docteur Deombula qui a reçu sa carte à l'école primaire Sebeko dans la commune de Kisenso. Il était accompagné d'une forte délégation de la population de cette municipalité. Reportage Torres Atibou. Elle est rare dans les médias, mais lorsqu'elle apparaît, c'est pour un but spécifique. Docteur Deodat Mboula, membre de l'AVC, parti cher à Didier Boudimbo, a rempli son devoir civique. Elle a obtenu sa carte d'électeur au centre d'inscription basé à l'école Sebeko dans la commune de Kisenso. Après cet exercice, elle a conscientisé la population à s'enrôler massivement afin de changer l'image de sa municipalité. Cette fois-ci, mon paya kota te na kata commune na biso. Commune na biso qui saison, kala mingi te lingi disparaître. Donc comme entouré na ba érosion. En tout cas, cette fois-ci, dans l'objet qui saison peut changer. Photo tous ba carte électeur belé, peut-être qu'on pèse à président de la République, l'issous mandat mususu, peut-être qu'on renouveler l'issous classe politique ya sika. Président sengi na ba jeune ba kota na parlement. Nengani ba jeune ba kota na parlement. Soki tozi ba carte te. Yango wana nazoko sensibiliser biso nyonso. Jeune nyonso oya lingete mboka échanger. To banana on ko zo ba carte électeur. Yango ne ko définir élection na biso ya suka ya mbula. Motivée comme toutes les femmes congolaises à redorer l'image ternie de l'histoire politique en République démocratique du Congo, Dr Deodat Mboula fera partie des candidates aux législatives.
Raison pour laquelle elle invite la jeunesse congolaise à s'enrôler massivement, premier pas vers les élections. Enrôlement et identification de la population, le PPRD et le FCC se disent non concernés. Selon Emmanuel Chadari, la composition de la CENI et de la Cour constitutionnelle est à remettre en cause. Les détails, c'est avec Igor Sombo. Pour l'ancien candidat président Emmanuel Chadari, le parti de Joseph Kabila Kabange exige d'abord une loi électorale qui rassure toutes les parties prenantes à ces processus, une cour constitutionnelle impartiale, les élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées, mais aussi la sécurité dans l'ensemble du territoire national. Selon la plateforme politique de Joseph Kabila Front commun pour le Congo, les processus électoraux actuels ne conviennent pas. Ce qui se passe des semaines après le début de l'enrôlement dans la première ère opérationnelle reste déplorable. Le FCC dut ne pas vouloir s'engager dans un processus électoral avec une CENI monocolore. Dans la foulée, des réactions surabondent déjà pour remettre en cause cette position de la famille politique de Joseph Kabila. Direction la province du Kwilu, où les bureaux du CECOP dans cette partie du pays sont équipés par des matériels neufs. C'est sur l'initiative du directeur provincial de l'IPST Kwilu 1 que ces équipements ont été acquis pour améliorer la qualité du travail des agents et fonctionnaires de l'État. Suivez. Tous les bureaux de la direction provinciale du CECOP Kwilu 1 ont revêtu une peau neuve. Des matériels des bureaux pimpants neufs ont été distribués grâce à l'initiative du directeur provincial Apollinaire Pembe. Dès que j'étais arrivé, j'avais trouvé que mes assistants provinciaux et mes chefs de cellule étaient en train de travailler dans de mauvaises conditions. Ils n'avaient pas de chaises, ils n'avaient pas de table. C'est pourquoi je m'étais promis pour que les assistants et les chefs de cellule puissent être dotés de tables et de chaises pour que le travail que nous devons faire au niveau de la direction provinciale puisse être trop efficace. Un acte salué par les agents et cadres de l'IPST Kwilu 1 qui pensent que cette action ne soit pas la dernière pour l'année 2023. Et la menace de grève plane sur les ciels des enseignants supérieurs et universitaires. Les réseaux des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo a évoqué le non-respect des accords des Bibois qui portent notamment sur l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Ania Kole. À l'issue de cette réunion, les Rapuiko a déploré le non-respect du mot d'ordre du chef de l'État au gouvernement de la République démocratique du Congo lors du 66e Conseil des ministres tenu vendredi 26 août 2022, demandant l'exécution avec promptitude les engagements pris à Bibois. Face à cette situation, les professeurs membres du Rapuiko ont alerté le gouvernement sur les incidences négatives pouvant découler de la non-exécution des accords de Bibois, notamment la possibilité d'une grève dans tous les établissements publics de l'issue. Il faut également souligner que cette assemblée, les professeurs ont également évalué sur les différents points, entre autres, le paiement des arriérés des rémunérations accumulées depuis janvier 2017, l'acquisition de véhicules par le professeur de la RDC, la récupération effective du pouvoir d'achat tel que prévu à l'exercice budgétaire 2023 est entendu en ce mois de janvier. Dans ces compromis, il s'agissait de l'élaboration d'une grille barémique actualisée, de la récupération du pouvoir d'achat, de la réduction des écarts des salaires, de l'octroi des primes en cours, des véhicules aux professeurs ont gagné depuis des années et du paiement d'une prime annuelle des recherches équivalent à 320 $ pour le professeur ordinaire. Par ailleurs, les éclos ont été conclus entre les deux parties pour mettre fin à la grève du personnel de l'ESI enclenchée depuis le 5 janvier 2022. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal consacrée en majeure partie à la rétrospective de l'actualité pendant la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.